Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde qui va parler de la gestion des compétences au parcours qualifiant, les innovations portées par le dialogue social. L'objectif de cette table ronde est de proposer un zoom sur le rôle joué par les branches professionnelles dans la mise en œuvre de la réforme et plus particulièrement de les interroger sur la place qu'occupent aujourd'hui les parcours certifiants et la gestion des compétences, mais naturellement d'essayer de nous lire l'avenir, si c'est possible, en concernant donc ces perspectives de parcours certifiants. En effet, la réforme de 2014 sur ce thème apporte à la fois des changements concernant la certification et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais aussi sur les initiatives que peuvent prendre les branches professionnelles. Concernant les certifications, la gestion des compétences, un petit rappel, la réforme pose des bases d'un nouveau dispositif mettant en avant, à travers le compte personnel de formation, l'accès à des certifications reconnues. Cette préoccupation de l'accès à la certification n'est pas nouvelle dans le champ de la formation continue, mais la nouveauté, c'est que le CPF se veut un dispositif universel et donc s'ouvrir plus largement au public, qu'il soit en situation d'emploi ou qu'il soit à la recherche d'un emploi. Deuxièmement, le compte personnel de formation fait apparaître, à côté du répertoire national des certifications, la possibilité de suivre des formations qui conduiront à des certifications inscrites à l'inventaire qui ouvre un espace nouveau de certification, donc à côté des titres et des diplômes du RNCP. En effet, il contient des certifications qui sont des compléments pour tenir un métier, des habilitations électriques, des certificats de niveau de langue, des certificats informatiques, et puis d'ailleurs la nouvelle certification CLEA portée par les partenaires sociaux, qui regroupe donc l'ensemble des connaissances et compétences de base qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et à son insertion professionnelle. Donc déjà, il y a une ouverture concernant la certification, en tout cas un repérage beaucoup plus fort grâce à l'inventaire sur l'existence de ces certifications. Du côté des titres, diplômes, CQP inscrits au RNCP, à travers le CPF, le législateur a prévu que les formations éligibles puissent permettre aussi d'obtenir qu'une partie identifiée de certification professionnelle visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. La mise en place du CPF, donc, a aussi pour effet d'encourager les certificateurs à décomposer leur certification en blocs de compétences, c'est-à-dire, selon le COPANEF, en différents éléments identifiés, s'entendant comme un ensemble homogène et cohérent de compétences. Le constat, donc, qu'on peut faire à ce stade, c'est que la certification, dans sa définition élargie, répond à la fois à l'objectif de la formation professionnelle continue de donner accès à un niveau plus élevé de certification, mais également à des certifications qui ne couvrent qu'une partie d'une qualification d'un métier. La certification renvoie ici à des compétences particulières reconnues soit par une norme, soit par une autorité, soit par une utilité sociale. Deuxième volet de changement, la loi de 2014 propose également des adaptations concernant donc la compétence. Concernant ces itinéraires compétents, la loi rappelle que les employeurs ont une obligation fondamentale d'adaptation des salariés à leur poste de travail, et c'est le nouveau fondement de la nouvelle obligation des entreprises à financer directement la formation des salariés à côté de la contribution légale. Signalons également que les entreprises de 300 salariés et plus doivent à présent négocier tous les 3 ans sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. On ne parle plus de GPEC, mais de GPEPP. Et en particulier donc sur les compétences et les qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord. Entre ce nouvel environnement législatif et les entreprises, il y a donc les entreprises qui disposent d'un pouvoir normatif à travers la négociation collective. Et pour rappel, cette négociation collective peut se pencher sur la formation, la GPEC,
et également la validation des acquis de l'expérience. À côté du pouvoir normatif, il y a un certain nombre d'instances, les instances paritaires de décision, les CPNE, il y a les instances de financement, les OPCA, et à côté de ces deux grands opérateurs, il y a maintenant, donc, depuis plusieurs années, des observatoires prospectifs des emplois et des qualifications. Grâce à ces moyens, les branches professionnelles orientent pour une grande part l'usage des dispositifs de la formation professionnelle mis en œuvre par les entreprises, l'apprentissage, le CPF, la professionnalisation, également le plan de formation. Et donc, tous ces mécanismes par lesquels on a accès soit à la compétence, soit à la certification. Donc aujourd'hui, la question qui se pose avec cette apparition plus forte, plus visible de l'univers de la certification, eh bien, c'est la question des articulations entre ces deux univers, à la fois donc de gestion des compétences et de certification. Donc, pour débattre sur ces sujets, nous avons proposé à 3 branches professionnelles de nous rejoindre, à travers donc Madame Catherine Bedon de l'Union des industries chimiques, qui est à la fois responsable social, emploi, formation dans cette fédération des industries chimiques, qui est également secrétaire de la CPNE, administratrice de l'OPCA-DEFI, animatrice de l'Observatoire et membre du COPANEF. Donc, une spécialiste des interventions de sa branche dans le domaine de la formation professionnelle. Nous avons également demandé à François Falise, directeur de la formation à la Fédération française du bâtiment, administrateur de Constructis, secrétaire des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics, de nous rejoindre, qui est également par ailleurs administrateur, je l'ai déjà dit, excusez-moi. Et puis nous avons enfin Patrick Letournel de la CGT, président de la CPNE des industries électriques et gazières, qui interviendra pour illustrer une 3e branche. Deuxième personne à nous rejoindre, deuxième profil, nous avons demandé à Dominique Schott, vice-président du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, de bien vouloir participer à nos échanges, dans la mesure où le Fonds paritaire est à la fois tête de réseau des OPCA et des fonds GESIF, mais également financeur des dispositifs de formation continue. Nous sommes en phase d'adoption d'une convention avec l'État, d'une annexe financière, donc c'est intéressant, naturellement, de voir quel effet pourraient avoir les interventions du Fonds paritaire sur nos sujets. Pour débattre sur ces sujets, nous avons retenu 3 angles. Le premier sera de partir de cet élargissement des possibilités d'accéder à une certification, donc grâce à l'apparition de l'inventaire, et naturellement de poser la question de savoir si cette visibilité des certifications ne risque pas d'entraîner une mobilisation de moyens des branches professionnelles vers ces certifications au détriment de la gestion des compétences. Le deuxième angle sera de repérer parmi les mécanismes financiers et parmi les interventions du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les processus qui pourraient amener des changements en ce qui concerne l'intervention de ces branches. Et enfin, bien de mesurer les effets que devraient avoir les négociations, les différentes négociations proposées par le Code du travail aux branches professionnelles sur les pratiques de celles-ci, voire des entreprises en matière de gestion des itinéraires certifiants et des compétences. Nous avons retenu le principe qu'à la fin de nos interventions, eh bien, nous aurions un temps d'échange avec vous, donc n'hésitez pas à préparer vos questions. 15 minutes sont convenues pour échanger avec vous. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner vers François Falise, donc directeur de la formation à la Fédération française du bâtiment, administrateur constructif, secrétaire de la CPNE conjointe du BTP, pour rappel, et de lui proposer de nous présenter les premiers changements qu'il a pu repérer à travers donc, la réforme de 2014 concernant les périmètres respectifs de la gestion des compétences et des parcours certifiants. Monsieur Falise, je vous donne la parole. Merci et bonsoir à tous et bravo d'être resté jusqu'au bout sur un sujet aussi sexy. C'était pas gagné pour tout le monde. Et donc je vais être assez rapide. Je vais répondre à votre question, mais je voudrais au préalable revenir sur 2 points sur lesquels on a échangé au cours de la préparatoire. Le premier, c'est que en réfléchissant à la table ronde, je me suis posé la question de dire on parle de parcours, mais finalement est-ce que on est tous d'accord sur ce qu'est un parcours? Alors
Par curiosité, j'ai été, comme d'autres, sur mon téléphone pour regarder la définition qu'on trouve du parcours aujourd'hui sur le dictionnaire en ligne. Vous avez donc nom masculin invariant en nombre. Jusque-là, tout le monde le sait, donc il y a un S à parcours, je vous le confirme. Route ou itinéraire emprunté pour aller d'un chemin à un autre. Jusque-là, ça va. Distance. Itinéraire d'une épreuve sportive. Là, on a des éléments en plus. Circuit d'obstacles destinés à l'entraînement militaire. Ensemble des choix de vie qui caractérisent l'existence ou la carrière. Ce que je veux simplement pointer à travers cette définition, c'est que finalement, derrière la notion de parcours, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments autour du périmètre qui ne sont pas aussi clairs que ça, que le parcours, on peut l'appréhender dans l'entreprise, on peut l'appréhender dans la profession. Dans le dernier élément de la définition, on l'appréhende même dans la vie au sens général. Et que quand on discute du parcours, selon les interlocuteurs, on est amené à discuter de l'un ou l'autre des éléments. La deuxième observation sur ce point-là, c'est qu'on voit bien que derrière la notion de parcours, il y a à la fois une notion de durée et il y a une notion de point d'étape, ou au moins de point de passage. Et que sur ce point, ce que nous avons, nous, expérimenté dans le BTP, c'est que le salarié n'est pas toujours demandeur des points de passage. Il est prêt à faire le chemin, mais dans un certain nombre de cas, le fait de s'arrêter sur un point de passage, de passer par ce qu'on appellera, nous, une validation intermédiaire, n'est pas nécessairement quelque chose qui correspond à son choix. Nous, on en a fait l'expérience, en tout cas, sur un dispositif qui s'appelait le dispositif du maître d'apprentissage confirmé, qui était là pour attester des compétences acquises par les salariés dans ce domaine-là. Et on a eu affaire à des refus d'un nombre de salariés relativement importants qui estimaient maîtriser la compétence, mais refusaient de passer devant un jury pour être confrontés à ces difficultés. Donc on a dû trouver une modalité pour contourner cet aspect-là. Et j'insiste sur ce point parce que nous sommes, nous, entre sachants sur ces questions-là, mais il ne faut jamais oublier que le bénéficiaire final, c'est un salarié, c'est un individu, et que tous ne sont pas dans la même dynamique ou dans la même capacité à entrer dans ce dispositif. La deuxième observation que je voudrais faire à caractère général, c'est sur la dimension sectorielle. Nous sommes, nous, dans le BTP, dans un secteur dans lequel il y a 1 200 000 salariés, 500 000 entreprises, dont 300 000 sans aucun salarié, et à peine 5% des entreprises qui ont plus de 10 salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les entreprises de moins de 10 salariés, la notion de parcours, elle se heurte à la taille de l'entreprise et à la capacité au sein de l'entreprise pour le chef d'entreprise de proposer un certain nombre d'évolutions au sein de cette entreprise. Et on voit bien que, on le voit aujourd'hui avec les entretiens professionnels, c'est plus compliqué dans des petites entreprises de parler de ça, et donc il faut évidemment travailler au niveau de la branche, que ça ne le sera chez Spies-Batignolles, et on a vu avec le témoignage d'hier qu'on peut avoir des entreprises qui sont évidemment extrêmement avancées, extrêmement à la pointe sur ces éléments-là. En dehors de ces éléments, et pour revenir sur votre question, nous sommes, nous, dans le BTP, relativement attachés à cette notion de parcours. Nous avons une culture très forte d'apprentissage, vous le savez, parce que l'apprentissage, c'est le parcours à l'entrée dans la profession, et un parcours classique de certification dans l'apprentissage, c'est 3 à 5 ans, donc on est bien sûr un cumul de certifications, parce que le parcours se fait plutôt avant d'entrer dans l'emploi dans des toutes petites entreprises qu'au-delà, c'est ce que j'évoquais il y a un instant. Mais la notion d'ascenseur social est encore relativement importante dans notre secteur, vous le savez, puisque vous avez un certain nombre de salariés qui s'installent après leur compte, et donc on est bien aussi là dans une forme de parcours. Pour revenir très concrètement sur l'impact de la loi de 2014, il y avait déjà un certain nombre d'initiatives, on y reviendra au cours de la table ronde, qui avaient été engagées avant l'accord de 2014, avec plus ou moins de succès. Depuis 2014, nous avons signé un certain nombre d'accords, nous avons fortement activé nos CPNE, notamment par rapport aux listes CPF, on y reviendra également. Et enfin, nous avons signé, début janvier, un accord qui reprend certaines dispositions sur la GPEC, et donc qui s'inscrit très clairement dans la logique promotion des parcours professionnels. Donc, il y a incontestablement, en termes de dynamique paritaire, de négociation, de discussion ou de choix sur des listes, un mouvement d'accélération qui a été amené par la loi de 2014. Madame Bedon, du côté des industries chimiques, quelle transformation pouvez-vous observer concernant les suites de la réforme de 2014 ? Alors, dans notre secteur, ce qu'il faut voir, c'est que chaque branche travaille avec un contexte particulier. Donc, dans l'industrie chimique, quand on regarde la qualification de nos salariés, nous avons 30% qui relèvent de la catégorie employés-ouvriers,
40% techniciens agents de maîtrise, 30% de cadres. Donc, la qualification, la certification, je dirais que nous avons des salariés qui sont pourvus. Mais donc, là où nous avons travaillé avant la réforme, c'était beaucoup à la reconnaissance des compétences. Parce que quand ils entrent dans l'entreprise, ils ont leur qualification, ils ont leur histoire, leur historique. Mais un emploi, une vie professionnelle, c'est 40 ans, c'est un parcours de vie, mais également donc un parcours professionnel où on va évoluer dans le métier, dans des métiers, sur des filières métiers, etc. Et bien souvent, nous avons donc des salariés qui n'ont pas de reconnaissance en tant que telle, des compétences qu'ils utilisent, qu'ils ont acquises, qu'ils ont développées au fil de leur activité professionnelle. Donc nous sommes rentrés par la reconnaissance. Nous devons reconnaître, trouver le moyen de reconnaître les compétences. Donc quand vous rentrez par la reconnaissance, vous rentrez sur, en effet, la certification. D'où nous avons créé des CQP pour permettre cette reconnaissance. Nous avons beaucoup travaillé également au développement de la VAE pour obtenir des diplômes et des titres RNCP. Alors le parcours, en effet, il y a le parcours à l'entrée dans l'entreprise, contrat professionnalisation, contrat d'apprentissage, mais nous croyons, nous, beaucoup au parcours au cours de la carrière, et même parcours, c'est bien parce qu'il y a déjà un S, donc moi j'en rajoute un deuxième, ce sont des parcours. On n'est pas, il n'y en a pas qu'un. Tout au long d'une vie professionnelle, il y a différents parcours qu'il faut construire, etc. Donc on est bien là, et notamment avec le développement de la période de professionnalisation, qui pour nous est un élément fort sur cette thématique. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Un premier point, une première photographie. Après, vous avez encore moins. Oui, bien sûr, on reviendra, on ne quitte pas le sujet en fin de compte. Donc je me tourne maintenant vers Patrick Le Tournel. Donc on change d'univers, on est dans les industries électriques et gazières. Donc quel changement voyez-vous déjà suite à la réforme de 2014 ? Je reviendrai un peu plus tard dans les thématiques qu'on va développer sur la particularité de la branche des industries électriques et gazières, mais là, sur la certification et compétences, on sort d'une négociation d'un accord sur la formation professionnelle. Et il y a des intentions, en tout cas on va le dire comme ça pour le moment, des intentions écrites dans l'accord qui nous paraissent importantes et que je voulais juste expliciter là en 2 minutes. Une première qui est de renforcer le développement des qualifications, notamment par la mise en place de socles de compétences, notamment pour les salariés les moins qualifiés, l'encouragement de la démarche VAE, le développement des qualifications également au regard des évolutions sociétales et technologiques, puisqu'on est une branche qui est très impactée, notamment par la transition énergétique, évidemment. Et puis des missions de solidarité entre les entreprises, puisque notre branche a la particularité d'avoir deux très gros groupes internationaux tels que EDF ou GDF Suez, et de très petites entreprises avec 2 ou 3 salariés. Donc on a voulu, dans l'accord, renforcer la solidarité interentreprises, notamment auprès des TPE-PME, des moins de 2000 salariés, avec, par exemple, le financement des périodes de pro multipliées par 2 pour les salariés des TPE-PME. Et l'intégration et la possibilité pour les salariés des TPE-PME d'intégrer les centres de formation des grandes entreprises de la branche des IEG. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir maintenant développer, puisqu'on sort tout juste de la signature de l'accord, puisque c'était novembre, donc le temps que les choses se mettent en place. La CPNE a beaucoup de travail. Mais on reviendra là-dessus aussi tout à l'heure. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que si le législateur, dans toutes les réformes sur la formation professionnelle, son intention affichée, c'est de réduire le chômage.
et qu'on a voulu inclure dans l'accord de branche IEGE des industries électriques et gazières une politique du plein emploi pour la branche. Bon, ça a été refusé par les employeurs, mais la problématique de la qualification pour les salariés part d'un constat tout simple, un chiffre que vous connaissez sûrement tous ici. Il y a 20% des chômeurs chez les moins qualifiés. Il y a 4% de chômeurs chez les cadres. Donc on a un besoin évident de renforcer la qualification des salariés, et notamment des salariés les moins qualifiés. Et voilà, on espère, en tout cas au niveau de la branche des IEG, que ce que je viens d'expliciter va aider à ça. Voilà. Très bien, merci. Je retiens que le sujet, en fin de compte, ne se regarde pas complètement de façon binaire et que la notion de parcours, la notion d'évaluation est plutôt le fil conducteur, malgré la réforme importante, la réforme systémique de 2014. Alors, on reviendra dans les branches, mais puisque M. Schott doit nous quitter malheureusement un petit peu plus vite que l'horaire de cette table ronde, je vais tout de suite aborder la question du rôle du FPSPP dans le paysage de la réforme. Et on avait plutôt pensé vous interpeller sur les financements, puisque le fonds paritaire suggère beaucoup des financements, mais vous êtes aussi animateur de réseaux, de grands réseaux des OPCA et des fonds GESIF, donc peut-être quelques mots également sur ce sujet. Oui, j'aimerais revenir sur la notion de parcours, parce qu'un parcours, ça a un début, ça a une fin. Et je ne suis pas inquiet quand je vois les branches professionnelles qui siègent à mes côtés, ils savent faire. Par contre, pour les gens qui sont un peu isolés dans les TPE, PME, ou des gens sortis du système éducatif sans rien, c'est quoi l'entrée ? Alors, nous avons mis en place des dispositifs, notamment pour accompagner les entreprises de moins de 10, Cléa qui vient de sortir, il existe la VAE accompagnée par les fonds GESIF, les OPSIF, le CEP qui est un élément absolument incontournable pour ces gens loin de la qualification, les bilans modulaires de compétences, enfin tout ça, ça existe. Mais je crois qu'il va falloir faire un travail d'organisation, de calibrer les formations pour permettre à ces gens d'entrer dans la qualification. Et ça, c'est absolument... Et c'est pour ça que le fonds paritaire doit se positionner pour accompagner des projets expérimentaux ou innovants, parce que je pense qu'il va falloir innover, parce que pour l'instant, l'organisation de la formation professionnelle n'est pas calibrée là-dessus. Donc il va falloir que nous accompagnions toutes ces idées. D'abord trouver les idées, puis ensuite les mettre en état de marche. Je voudrais également dire que bon, le fonds paritaire n'accompagne pas que les salariés. Nous avons aussi une part de financement qui était répartie sur les demandeurs d'emploi, notamment au travers de la CSP, qui fait quand même, bon an, mal an, par an, 50 000 parcours. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Alors, la formation, le CPF, comment va-t-il se traduire ? Au début, on est au début, on a des balbutiements. Donc il faut très rapidement qu'on démontre par l'exemple que c'est faisable. Je sais bien qu'avec 100-150 heures, ça sera souvent pas suffisant. Et on voit les premières, quand on regarde les durées moyennes du CPF préconisées par Pôle emploi ou par les OPCA, on se rend bien compte, ou par les régions, on se rend bien compte que les durées sont complètement différentes. Ce qui veut dire qu'il va falloir trouver des articulations autour du CPF avec d'autres dispositifs financiers. Et ça, c'est le travail qui nous attend là, tout de suite. Et j'aimerais aussi qu'on ne pense pas au fonds paritaire qu'en argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi l'amour. Et j'aimerais que tout le monde participe à cet effort de réécriture des trajets de formation, des parcours de formation. Moi, je suis très sensible à cette idée. Et ce qui est important, dites-vous, pour quelqu'un qui n'a pas de formation, qui n'a pas d'acquis, dites-vous que la première reconnaissance, c'est le premier échelon. Et lorsqu'il aura franchi celui-là, peut-être qu'il se dira qu'il est capable de faire. Et qui n'est pas... moi, je suis désolé, une personne qui est en emploi a appris quelque chose. Aujourd'hui, je ne connais pas de métier, aucune profession, où il n'y ait pas un minimum d'informatique. Je suis désolé, vous pouvez être vendeur de cacahuètes, à un moment donné, il va falloir gérer un stock, passer les... quel que soit. Donc, tout le monde a acquis quelque chose. Alors, comment on le reconnaît ? Comment on rend confiance aux gens ? Comment on relance cet ascenseur social sans lequel aucun progrès n'est possible ?
Donc le fonds paritaire veut animer, entraîner avec lui sur ses réflexions, donc les OPCA, les fonds GESIF et donc les branches professionnelles. Oui, nous participons au financement de toutes ces expérimentations. Donc, rapidement, remontez-nous ces expérimentations et ces besoins que vous aurez en financement. Il y a vos questions d'argent. Très bien. Il est possible ou pas de distinguer dans l'annexe financière les sujets qui concernent plus la certification que la compétence ou la formation qui permet l'adaptation au poste ou l'employabilité, ou c'est un sujet qui n'est pas si simple que ça à discerner? Oui, c'est pas aussi simple de dissocier, mais c'est vrai que dans toutes ces expérimentations qui sont en cours et au financement desquelles nous participons, comme par exemple la formation en situation de travail, c'est quand même une petite révolution d'envisager que l'on puisse reconnaître ça. Alors évidemment, ce n'est pas un travail que nous menons seuls, mais je pense il faut qu'on ait différentes idées, différents chemins, différents parcours. Et je reste très optimiste sur la finalité de la chose. Alors, je vais me tourner maintenant vers le représentant des branches professionnelles. Vous avez des relations à travers l'OPCA vers le fonds paritaire. Donc, qu'est-ce que vous attendez des financements du fonds paritaire concernant vos stratégies de branche? Et peut-être tout d'abord vers vous, Monsieur Le Tournel, concernant donc, la mobilisation du FPSPP. Quels sont les appels à projets qui intéressent particulièrement votre branche aujourd'hui ou demain? On a dans l'accord, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure rapidement, la possibilité de mettre en place des blocs de compétences à travers des certificats de qualification professionnelle qui intéressent les métiers de la branche. Et avec une reconnaissance de la qualification du salarié derrière. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. La problématique de la branche des IEG, c'est que bien qu'elle représente un tissu industriel important en France, il n'y a à la branche des IEG aujourd'hui que 3 CQP qui sont définis. Donc je reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais là on est vraiment au départ du travail à faire sur les certificats de qualification des compétences dans la branche des IEG, et la CPNE a un boulot énorme en ce qui nous concerne. Ce que je vais juste rajouter sur le certification compétences, les deux sont liés de façon intrinsèque. Donc je comprends très bien votre question sur le financement entre les deux, mais dans le rôle que je joue au niveau de la branche des IEG, je ne peux pas séparer les choses de cette façon-là. On a les deux sont liés et en plus je rajouterai qualification du salarié derrière, évidemment. Alors, Madame Meudon, peut-être sur ce sujet-là, voilà, Monsieur Schott nous quitte. Bon retour. Merci d'être. Avant de partir, je vais lui dire qu'on aime le fonds paritaire. Hein? L'amour est là. Donc, nous connaissons le fonds paritaire, je dirais, par le biais de nos OPCA. Hein. En tant que branche, nous ne sommes pas en contact direct avec le FPSPP. Mais sur les différents appels à projets sur lesquels nous pouvons nous positionner, c'est vrai que ça tourne prioritairement autour de la compétence, de la gestion de la compétence, du développement des compétences, pas vraiment de la certification dans un premier temps. Alors d'abord, le plan de formation des PME-TPE. Alors, nous avons 96% de nos entreprises qui sont des moins de 300 salariés. Donc déjà, 96% de nos entreprises sont des TPE et 56% ont moins de 10 salariés. Donc ce n'est pas vraiment l'image qu'on se fait de l'industrie chimique lorsqu'on pense à nos sites pétrochimiques. Mais la chimie, c'est bien autre chose que la pétrochimie, puisque nous avons de nombreux secteurs d'activité, que ce soit la beauté, que ce soit une partie de l'alimentaire, etc. Sur le plan de formation, l'aide que va nous apporter le FPSPP pour doper le plan de formation des moins de 300 est importante. Et nous avons réfléchi au niveau de la branche, dans le cadre de la négociation, comment gérer, comment aider, comment inciter les entreprises à développer leur plan de formation.
Et c'est vrai que sur l'année 2015, nous avons constaté un frein très fort mis à la formation professionnelle dans les entreprises de moins de 50. Mais vu via l'OPCA, via le financement de l'OPCA, qui ne dit pas du tout ce qui se passe en réalité dans les entreprises. L'OPCA, c'est un épiphénomène sur le plan de formation. Le plan de formation, dans notre branche, a toujours été à l'extérieur de l'OPCA, puisque nous n'avions pas de versement conventionnel. Donc, dans la relation avec le FPSPP, il y a en effet ce retour de fonds qui vient du FPSPP vers les OPCA pour les moins de 10 et les 10 à 49 salariés. Ensuite, il y a une ligne budgétaire nouvelle dans l'annexe financière, c'est le job rotation. Alors nous, dans notre accord de branche, nous avons prévu qu'en effet, nous devions nous préoccuper du remplacement des salariés en formation. Alors si on fait des salariés, des formations de courte durée, ça va, mais si on veut travailler sur de la certification, des formations certifiantes, là nous sommes peut-être sur des certifications d'une durée plus longue et qui vont poser un vrai problème de remplacement de salariés, notamment dans les PME, bien entendu. Donc pour aller à la certification, nous avons la problématique job rotation, là où le FPSPP apparemment nous propose une expérimentation. Mais je reviendrai également sur la formation en situation de travail, c'est très important. Ça a toujours existé. La difficulté que nous avons, c'est de la rendre visible et peut-être d'y intégrer un process d'évaluation et de validation des compétences. Les entreprises aujourd'hui ne vont peut-être pas jusque-là, mais c'est un axe de travail pour nous, en effet, de reconnaître, de mettre en visibilité la formation en situation de travail. Et un autre élément donc, qui est en lien aussi avec donc, job rotation, etc., c'est bien entendu la modularisation des parcours. Un parcours peut tout à fait être modularisé, et c'est là où on fait la liaison avec les blocs de compétences des certifications inscrites au RNCP, l'inventaire, la VAE, etc. Un autre élément sur lequel nous nous positionnons également par rapport au FPSPP, ce sont les POE, les préparations opérationnelles à l'emploi, qui sont très importantes pour amener les demandeurs d'emploi à un niveau, je ne sais pas si on peut dire de qualification, mais à un niveau qui va leur permettre d'intégrer nos contrats de professionnalisation en vue d'obtenir un CQP. Donc nous avons des CQP qui sont positionnés sur les métiers de la fabrication, qui nécessitent des connaissances technologiques et scientifiques, sur le process industriel, sur le procédé, sur la chimie. Et bien souvent, lorsque nous sommes confrontés aux demandeurs d'emploi, nous sommes confrontés à un besoin de mise à niveau de leurs compétences. Donc là, nous les préparons à intégrer nos contrats de professionnalisation en vue des CQP. Voici les principaux axes du FPSPP sur lesquels nous travaillons. Sur les autres, nous sommes vraiment peu présents. Le contrat de sécurisation professionnelle, j'ai noté que le FPSPP en finance 50 000. Bon, pour ma branche, il en finance 150. Donc, autant dire que nous sommes inexistants sur ce dispositif-là. Merci beaucoup. En vous entendant et en rappelant toutes ces lignes du FPSPP, vous nous suggérez que le CPF n'est effectivement qu'un seul dispositif parmi tous les autres. Et effectivement, la réforme a tendance un petit peu à mettre en avant ce dispositif, mais tous les autres continuent à fonctionner. Bah heureusement. Oui. Alors, Monsieur Falise, concernant l'intervention du FPSPP, beaucoup d'amour, j'imagine ? Oui, beaucoup d'amour, oui. Oui, comme beaucoup de branches professionnelles, on travaille effectivement avec le FPSPP. À la différence de ce qui vient d'être évoqué, c'est vrai qu'on n'est pas forcément sur les mêmes dispositifs. Je l'ai dit tout à l'heure, on a traditionnellement dans notre secteur une forte culture d'apprentissage. Et donc, nous sollicitons, nous, régulièrement la péréquation.
notamment pour le financement des contrats de professionnalisation. L'ordre de grandeur dans notre branche, c'est 75 000 apprentis, 10 000 contrats de professionnalisation, pour situer le rapport. On les sollicite également sur l'appui sur les dispositifs CSP, mais ça c'est évidemment lié aussi à des éléments de conjoncture économique. Ce que j'ai envie de dire, moi, plus généralement sur ce point, c'est deux choses. La première, c'est que l'OPCA a évidemment un rôle extrêmement important à faire dans ce domaine en matière d'ingénierie pour organiser les modalités du partenariat à partir des orientations données par les partenaires sociaux. Mais au-delà de ça, globalement, il y a de l'argent dès qu'on est sur le financement de dispositifs qualifiants, que ce soit pour les salariés ou que ce soit pour aux personnes qui accèdent à la profession. Et que la loi de 2014 a plutôt renforcé les moyens. Alors évidemment, elle n'a pas forcément simplifié les choses dans un premier temps, parce qu'entre l'utilisation du CPF, de la péréquation, de la professionnalisation, de dispositifs qui peuvent exister au niveau territorial, on peut assez vite avoir une ingénierie compliquée, mais globalement, il y a de la ressource. Il faut être clair là-dessus. Là où il y a moins de ressources, c'est évidemment sur le financement du plan, ça a été dit, surtout à un moment où les pratiques des entreprises change dans ce domaine-là. Et la deuxième remarque, c'est que si on veut financer des parcours, il faut s'inscrire dans la durée, et donc ça veut dire progresser sur la validation partielle, mais aussi s'inscrire dans la pluriannualité. Et que dans ce domaine-là, c'est un chantier qui a déjà été identifié au niveau du FPSPP par les administrateurs, sur lequel il y a un travail à poursuivre et à amplifier avec les OPCA pour qu'on gagne en souplesse dans ce dispositif pour avoir des choses qui puissent s'évaluer éventuellement sur plusieurs années. Merci. Donc, on le voit, l'ingénierie financière est maîtrisée, connue. C'est pas une question d'argent, c'est plus une question de priorité, de finalité. Et donc, c'est bien le contenu des négociations qui oriente le pilotage de la formation dans les branches professionnelles. Et aujourd'hui, cette négociation de branche donc, se fait à plusieurs niveaux. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la formation, la VAE. Et donc, est-ce qu'on peut revenir sur les résultats de ces négociations et cet appareillage spécifique qui peut exister donc, selon les résultats de ces négociations? Et pour vous, Monsieur Le Tournel, comment voyez-vous cette année 2016 démarrer suite aux résultats des négociations dans votre secteur? Oui, juste un petit retour en arrière, si vous voulez bien, et une explication sur le paysage de la branche des IEG en deux mots. La branche des IEG, c'est 150 000 salariés, c'est 150 et quelques entreprises, avec, comme je le disais tout à l'heure, deux grands groupes internationaux, EDF et Engie, Gaz de France Suez, et des entreprises telles que des régies municipales ou des toutes petites entreprises. Donc, la problématique que l'on a au niveau de cette branche, c'est que les deux grosses entreprises de la branche sont des entreprises qui se font une concurrence féroce sur le marché de l'énergie, et ça pose un vrai problème au niveau de la branche pour mettre en place une négociation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi à mettre en place une négociation GPEC en préalable de la négociation sur la formation professionnelle que l'on a finalisée au mois de novembre 2015. Donc, on va maintenant travailler sur les perspectives métiers sur l'année 2016. Mais on a mis la charrue avant les bœufs. C'est une vraie problématique dans la concurrence des entreprises. Ce que je voulais dire aussi, c'est que au niveau de la branche des IEG, par les métiers que font les salariés dans cette branche, on a un maillage socio-économique surtout dans toute la France. Et qu'on a, nous, en tant qu'organisation syndicale, voulu intégrer ce que recommande d'ailleurs la loi 2014 avec la régionalisation de la formation professionnelle. On a voulu intégrer dans nos instances paritaires des commissions paritaires régionales des IEG, de façon à ce qu'on puisse en région aussi aider les salariés chômeurs ou les salariés qui veulent changer d'entreprise, et de façon à ce qu'ils puissent savoir quelle formation ils auraient besoin pour éventuellement intégrer les entreprises de la branche région par région.
Pour les mêmes problématiques que je viens d'expliquer, on n'a pas malheureusement réussi à les mettre en place, ce qui est bien dommage. Malgré tout, la négociation sur l'accord de branche sur la formation professionnelle a eu lieu. Elle s'est finalisée avec la signature de tous les partenaires sociaux. Mais maintenant, il va falloir se mettre au boulot. Et la problématique, comme je le disais, c'est que dans la mesure où le problème de la branche des IEG, si vous voulez, c'est qu'on a les deux grosses entreprises qui représentent 90% des salariés et qui n'ont pas besoin d'une branche professionnelle pour mettre en place des plans de formation. Ils ont eux-mêmes leurs écoles de formation, ça depuis des décennies, et ça marche très bien comme ça. Donc, mais ça pose un vrai problème d'égalité d'accès à la formation dans les salariés de la branche des IEG. Juste un chiffre, aujourd'hui, les salariés des grandes entreprises EDF ou GDF, c'est en moyenne 60 heures de formation par an. Les salariés qui font partie de la même branche professionnelle qui sont dans les TPE, PME, c'est 20 heures de formation par an. Donc on a un vrai problème d'égalité d'accès à la formation des salariés au niveau de la branche, et c'est ce qu'on a essayé d'amener dans la négociation en mettant en place des principes de solidarité interentreprise entre les TPE, PME et les grands groupes. Et donc, voilà, il y a des négociations d'entreprise qui se substituent à la négociation de branche, et malheureusement, les petites entreprises ne sont pas couvertes par un accord de GPEC au niveau de la branche. Très bien, merci. Madame Bedon, est-ce que sur ces négociations, est-ce que la photographie est forcément différente? Et voilà, comment voyez-vous pouvez-vous nous décrire ce paysage? Oui, donc nous avons conclu notre accord formation professionnelle le 26 novembre 2014, de manière à être prêt pour 2015. Alors nous avons, au-delà des principes, des priorités de branche, etc., bien entendu, le travail de la branche, il est d'utiliser à bon escient les financements qui sont à sa disposition. Donc, au niveau de l'accord de branche, nous avons donc défini des priorités et des modalités de financement pour notre OPCA. Alors, une des grandes nouveautés de la loi de 2014 pour nous, pour les industries chimiques, ce sont les fonds mutualisés du plan. Nous étions une branche qui n'avait pas de versement obligatoire, enfin de versement volontaire, conventionnel, obligatoire sur le plan de formation. Les entreprises faisaient des versements volontaires à l'OPCA si elles souhaitaient que l'OPCA les accompagne, mais nous n'avions aucune obligation de versement à l'OPCA. Donc nous nous retrouvons entre partenaires sociaux avec une partie du 1% pour les moins de 300, et vous avez vu que ça représente un nombre conséquent d'entreprises de la branche. Nous nous retrouvons donc à devoir gérer des fonds mutualisés. Donc la question qui s'est posée aux partenaires sociaux, c'est est-ce que nous laissons la main à l'OPCA, l'OPCA qui pour nous, je ne veux blesser personne, n'est qu'un outil à la disposition de notre politique de branche. Alors on lui laisse la main, il fait ce qu'il veut, il choisit ses propres priorités, etc. Et nous avons un OPCA interbranche. Nous sommes avec le pétrole, le médicament, la plasturgie, les industries chimiques. 4 industries avec des besoins différents, des politiques de branche bien différentes. Donc la décision qui a été prise par les partenaires sociaux, ça a été de définir dans l'accord de branche des priorités de financement, c'est-à-dire ce que l'OPCA devrait financer pour les entreprises de moins de 300 salariés, de manière à orienter l'utilisation de ces fonds. Là, nous avons identifié des cibles. L'âge moyen dans notre branche, c'est 43 ans. Donc on a une moyenne d'âge assez élevée. Nous avons mis comme priorité les salariés de 45 ans et plus. Beaucoup de salariés titulaires d'une certification et notamment d'un diplôme de l'enseignement supérieur, mais également beaucoup de salariés
n'ayant pas de certification. Enfin, quelques salariés sur les métiers d'ouvriers n'ayant pas de certification. Donc nous avons mis une priorité là sur la certification, les certifications inscrites au RNCP. Nous avons inscrit également une priorité dans notre accord de branche qui est de former les délégués syndicaux et les représentants du personnel, les former à nos accords de branche. Un accord de branche, c'est quelque chose de complexe. Il ne suffit pas de le lire pour le comprendre. Donc nous avons mis là aussi une priorité. Nous croyons, enfin, en tous les cas, nous croyons à la professionnalisation des instances représentatives du personnel dans les entreprises, parce que c'est de là que viendra un dialogue social constructif, intéressant, innovant au niveau des entreprises. Ensuite, il y avait aussi un drôle de truc dans la loi, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est peut-être passé un peu inaperçu, ce sont les graves difficultés économiques conjoncturelles. Bon, un ovni, un truc tout neuf, on s'est aussi attelé à définir qu'est-ce que c'est que des graves difficultés économiques conjoncturelles qui permettent aux OPCA de financer des plans tout à fait spécifiques. Alors c'est vrai que dans notre OPCA, on avait déjà un peu testé quelque chose comme ça. On avait mis en place un fonds d'aide dans le cadre de la fermeture d'une raffinerie de pétrole dans la région près de Rouen. Donc ça aussi, ça a été un moment important dans notre dialogue social, de savoir si nous allions sur ce terrain-là et comment nous y allions. Ensuite, un monde de PME, donc nous avons décidé également que les PME, il fallait les accompagner. Parce que les PME, il faut les aider. Donc nous avons défini un accompagnement RH pour les PME pour leur permettre de déployer la réforme. Ça, c'est sur toute la problématique, comment aider, développer les compétences. Ensuite, il y a la problématique certification. Alors là, la problématique certification, on la trouve sur donc les contrats de professionnalisation, les périodes de professionnalisation, où là, nous avons joué sur les forfaits. Comme vous avez, je crois, mis des forfaits plus importants pour les PME, c'est ça ? Nous avons mis des forfaits plus importants lorsque on aide des salariés ayant des niveaux de formation initiale, niveau baccalauréat, infrabac, ou pour les salariés toujours de 45 ans, nos CQP, bien entendu. Nous voulons développer nos CQP. Ensuite, alors un grand moment, ça a été le CPF quand même, parce que la négociation du CPF dans les branches, ça, à certains endroits, en tous les cas chez nous, ça a été quelque chose. Donc ça a donné lieu à beaucoup de discussions. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et c'est quoi ? Et oui, vous allez encore détourner les fonds, c'est certain. Nous disent ça. Donc, pas du tout. Donc nous avons dû définir l'abondement. Donc nous avons un abondement, et aussi un abonnement au CPF peut-être, mais un abondement important, un abonnement à hauteur de 100% des heures que détient le salarié dans le cadre du 0,2%, mais également un abondement via la période de professionnalisation qui peut aller à 1500 heures. Et nous avons également, à côté, le compte pénibilité. Nous sommes dans un secteur où nous avons un certain facteur de pénibilité, donc nous avons un certain nombre de nos salariés qui ont un compte pénibilité. Donc nous avons également mis en place un système qui va permettre de travailler à la reconversion. C'est un élément important, la reconversion voulue, reconversion un peu subie, mais il fallait également se préoccuper de tout ça. Sur le CPF, il a également fallu que les partenaires sociaux cadrent un peu le travail de la CPNE pour l'élaboration des listes CPF. Est-ce que la CPNE y va comme elle veut, fait ce qu'elle veut, c'est la lubie des uns ou des autres? Non, pas du tout. Les partenaires sociaux ont dit à la CPNE, vous devez vous intéresser en priorité pour la liste de branche qui est le support à l'abondement. L'abondement de la branche est attaché à la liste de branche. Donc la liste de branche, c'est important. Donc vous devez vous préoccuper des métiers en évolution. Vous devez vous préoccuper, c'est ce qu'ont dit les partenaires sociaux à la CPNE,
aux compétences stratégiques pour assurer la compétitivité des entreprises. Et vous voyez bien que les compétences stratégiques dans le secteur des industries chimiques sont peut-être très différentes des compétences stratégiques nécessaires dans le BTP. C'est vraiment au cas par cas. Et vous devez également faire en sorte que la mobilité professionnelle des salariés grâce au CPF soit possible. Donc, les partenaires sociaux ont dit à la CPNE, vous retirez un petit peu les œillères industrie chimique, de manière à ce que dans la liste de la liste CPF, il y ait des certifications qui vont permettre des reconversions, des changements de secteur, des évolutions professionnelles auxquelles peut-être vous n'auriez pas pensé, mais qui vont se mettre en place. Donc c'est important. Du coup, ça a impacté par ricochet non seulement le travail des partenaires sociaux au niveau de la négociation, mais également les CPNE. Donc la CPNE travaille, elle, sur les indicateurs dont elle a besoin pour mesurer l'activité de l'OPCA. Elle élabore la liste CPF en définissant les priorités, en choisissant les certifications à inscrire. Et je vous parle de la discussion sur l'inventaire. Est-ce que nous inscrivons dans notre liste des certifications habilitation inscrites à l'inventaire? Est-ce qu'on n'en inscrit pas? Si on en inscrit, lesquelles? Donc tout de suite, ça a été un veto sur le CACES. Bon, pourquoi pas? Mais donc c'est tout un travail très important qui se fait dans nos CPNE. Bien entendu, également, CPNE des industries chimiques, autorité légitime pour l'inscription ou l'enregistrement à l'inventaire, je crois. Je crois qu'on utilise le mot enregistrement. Donc là aussi, la CPNE a dit, attendez, là, on ne va pas accompagner tous les OF sur n'importe quoi, n'importe quelle thématique, etc. C'est pas possible. Le secrétariat de la CPNE, de toute façon, il ne peut pas faire que ça. Et en plus, on n'est pas compétent pour apprécier la qualité de la formation. Hein. On reboucle avec la qualité de la formation. Donc, la CPNE des industries chimiques a défini exactement quelle typologie de certification elle allait accompagner dans l'inscription à l'inventaire. Merci. Donc un gros boulot. Un gros boulot, et on a terminé encore avec le CPF, l'inventaire. De toute façon, on y revient toujours, mais il n'y a pas que ça. Pour terminer, Monsieur Falise, concernant cette nouvelle caisse à outils du bâtiment, des travaux publics. Alors, Catherine disait il y a un instant que l'OPCA n'est qu'un outil au service des partenaires sociaux. Je partage, encore faut-il que les partenaires sociaux soient calés sur leur politique. Moi, je voudrais insister sur le fait que la loi de 2014, on en aborde ici un certain nombre d'aspects, mais elle touchait à des tas d'autres choses. Elle touchait à la réforme de la taxe d'apprentissage, elle touchait à la réforme du financement, de la gouvernance de toute une série d'instances, elle touchait à la réforme du financement du syndicalisme, et que pour ce qui nous concerne, nous avons donc, la loi est parue le 5 mars de mémoire, nous avons engagé les négociations le 19 mars. Donc on ne peut pas dire qu'on était en retard sur le calendrier. Et en même temps, objectivement, en 2014, on n'a pas produit grand-chose parce que nous avons négocié dans un contexte extrêmement compliqué, avec énormément d'incertitudes, avec des partenaires sociaux sur l'ensemble des organisations très crispées sur l'ensemble des enjeux qu'ils avaient à traiter, et avec une très grosse difficulté à tout traiter, hein, parce que Catherine a abordé un certain nombre de sujets, mais il y en a d'autres, et c'est vrai que pour nous, qui étions confrontés dans le même temps, déjà à des réorganisations en cours, à des chutes au niveau de l'apprentissage, au financement de dispositifs comme les GEC qui concourent à l'insertion, l'ensemble de ces éléments était quelque chose d'extrêmement compliqué à appréhender de façon globale. Et je crois qu'il faut aussi savoir de temps en temps dire qu'on a raté des choses et que mettre tout un système sous la capacité des partenaires sociaux à fixer rapidement, non pas une, mais X lignes de route sur plein de sujets, eh bien, ça génère derrière des difficultés en cascade, des difficultés pour l'OPCA, et donc derrière, évidemment, pour les entreprises, pour les salariés et pour les organismes de formation. Donc, nous, on est bien conscient qu'on aurait souhaité aller plus vite, mais qu'on n'a pas réussi collectivement à aller aussi vite qu'on aurait souhaité là-dessus. Pour autant, on a signé quand même un accord fin 2014 sur le financement de l'apprentissage. On a signé un accord début 2015 pour mettre en place une cotisation conventionnelle
qui finance notamment le développement des parcours professionnels. On a signé là en 14 janvier 2016 un accord qui met en œuvre le développement de la GPEC. Nous avons mobilisé les CPNE pour trancher sur les listes, avec des débats relativement importants d'ailleurs sur cette question du rôle de la CPNE par rapport à des besoins qui pouvaient être des besoins peu importants en volume ou mal connus de la branche. Et nous avons pris une position un peu différente de la leur, considérant que à partir du moment où un titre était inscrit au RNCP, il n'y avait pas de raison qu'on ne l'accompagne pas, parce que si on n'avait pas, nous, des éléments qui nous laissaient considérer que la formation était inefficace. Donc on est plutôt dans une logique d'ouverture par rapport à l'inscription, en disant on va se donner le temps pour voir, parce qu'il nous semble que le système n'est pas tout à fait stabilisé, et que même si on a un observatoire de branche qui est relativement important et structuré dans le BTP, et même si on dispose des ressources qui devraient nous permettre d'aller plus loin, on est encore très très loin de la maille suffisamment fine pour pouvoir examiner la totalité des besoins. Et on peut avoir toute une série de formations qui traitent des petits flux, mais qui sont particulièrement pertinentes, et donc il n'y a pas lieu de ne pas inscrire, mais sur lesquelles on n'a évidemment pas de données statistiques consolidées au niveau national. Donc c'est une des limites de la réforme qu'il faut pas sous-estimer, le fait d'avoir fait reposer le principe de l'inscription des formations CPF sur des listes établies par les partenaires sociaux. Ça sous-tend l'hypothèse que les partenaires sociaux sont compétents pour donner en permanence sur l'ensemble des sujets la vision des besoins en temps réel. La réalité, elle est un tout petit peu plus compliquée que ça, et que les observatoires dans une majorité de branches, je dépasse un peu le BTP, ne me paraissent pas en capacité de traiter ça. Et que pour ce qui concerne le BTP, on a encore du chemin à faire pour aller au niveau où on souhaiterait aller. Et c'est un des objets des négociations à venir, qui est de renforcer notre observatoire pour passer au niveau national, mais aussi au niveau territorial, à un degré d'observation sur les besoins des entreprises et des salariés qui soit encore supérieur à ce qu'on peut déjà produire ici. Très bien. Pour ces photographies, on le voit, la caisse à outils est très riche et très complexe. Je voudrais vous proposer de faire une focale plus précise concernant les deux répertoires, que ce soit le RNCP et l'inventaire. Il y a donc deux chantiers. Il y a un chantier des blocs de compétences concernant le répertoire, et concernant l'inventaire, les CPNE sont interpellés, peuvent être interpellés en tant qu'autorité légitime pour une inscription de certification à l'inventaire. Donc sur ces deux volets, qu'est-ce que vous observez? Est-ce que le chantier des blocs de compétences avance, ou que pouvez-vous nous dire sur ces chantiers? Et concernant ces inscriptions de certification à l'inventaire, est-ce qu'il y a eu, au cours des derniers mois, des sollicitations? Est-ce que vous sentez qu'il y a une attente importante de l'offre de formation sur une demande d'accompagnement, de reconnaissance au niveau de vos CPNE, de ces certifications? Je ne sais pas qui commence. On avait pensé commencer par Mme Bedon sur cette question, mais monsieur... Je vais commencer par un mauvais exemple. Voilà. Celui de la branche des IEG, puisque notre liste de CPF n'existe pas au niveau de la branche des IEG. On a proposé une liste et on s'est adossé sur celle de la GEFOS PME. Parce que beaucoup de retard pris, parce que pour ce que j'expliquais tout à l'heure sur les deux grands groupes qui ne sont pas forcément intéressés par la mise en place de listes de CPF et même pas intéressés par ce qui se passe à la branche des IEG, on va le dire comme ça. Je grossis un peu le trait, mais c'est quand même un peu ça. Juste, ce que je voulais dire, c'est que, vous m'excuserez de ne pas tout à fait répondre à votre question, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quelquefois, pour nous aider dans nos accords, des outils législatifs qui peuvent être intéressants, mais à mon avis, qui ne sont pas utilisés. Je veux revenir juste un petit retour en arrière sur notamment la loi du 14 juin 2013, qui est la loi de sécurisation de l'emploi, dite sécurisation de l'emploi, qui introduit la notion d'associer les entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC des grandes entreprises, par exemple, et qui introduit également la notion des territoires d'implantation dans lesquels ces entreprises exercent leur activité, avec notamment le conseil de mise en place de GPEC territorial.
J'interviens juste là-dessus pour dire que ça peut être aussi un outil pour développer l'emploi dans les territoires, et dans la mesure où, pour faire suite à la loi de 2013, la loi de 2014 a régionalisé, on va le dire comme ça pour aller vite, régionalisé la formation professionnelle. On a là un outil qui pourrait être intéressant, mais qui malheureusement n'est pas repris dans les accords de branche. Donc voilà, et pourtant, c'est l'article L2242-16, mais et pourtant c'est à notre avis un outil que l'on devrait utiliser beaucoup plus pour aider les entreprises dans les territoires à développer l'emploi. Et puis, puisque je parle du législateur, il est aussi quelquefois contradictoire, puisque derrière, malheureusement, la dernière loi au mois d'août, il y a eu la loi dite la loi Rebsamen, qui est au contraire sur laquelle on est beaucoup plus inquiet, puisqu'elle retire un certain nombre de compétences aux institutions représentatives du personnel. Je ne parle pas de la surcharge des ordres du jour qu'il va y avoir, etc. etc. Mais quand je dis que le législateur est contradictoire, c'est parce que, juste un exemple, par rapport à tout ce qu'on a développé sur la formation professionnelle et sur les besoins de la formation professionnelle, notamment dans les IRP, on va avoir de plus en plus de travail. Alors, dans les branches, la CPNE, n'en parlons pas, mais également le contrôle, juste un exemple, le contrôle social sur la qualité de la formation. On va avoir besoin de développer dans les CE et CCE des entreprises, à travers de développer le contrôle social de la qualité de la formation, notamment à travers les commissions emploi-formation. Et malheureusement, la loi Rebsamen, elle rend la mise en place de commissions formation, qui était obligatoire avant, elle enlève l'obligation de mettre en place ces structures. Donc voilà, en même temps, on avance d'un pas, on recule de deux. Donc voilà, c'est le sentiment qu'on a par rapport à ça, mais voilà, ça, c'est malheureusement. Très bien, merci pour cette focale un petit peu déportée par rapport au thème, mais merci pour ces éclairages. Madame Bedon, concernant donc le chantier du bloc de compétences, la question de l'inventaire, qu'est-ce que vous voyez bouger, qu'est-ce qui va avancer, où en est-on aujourd'hui? En ce qui concerne les blocs de compétences, bon, nous, en paritaire, nous n'en avons pas encore vraiment débattu, notamment pour nos CQP. Aussi, nos CQP, aujourd'hui, ne sont pas écrits en blocs de compétences. Ça n'existait pas, le concept n'existait pas, donc ils sont bâtis sur les compétences, mais un bloc de compétences, ce n'est pas une compétence. Un bloc de compétences, ce n'est pas les ECTS à l'université, etc. Il faut vraiment penser la certification d'une manière différente, de manière à constituer des blocs de compétences, puisque l'objectif du bloc de compétences, c'est de pouvoir évaluer à un moment donné des compétences, les valider, et ce bloc de compétences ne constitue qu'une partie de la certification. L'objectif étant à terme d'arriver à la délivrance de la certification une fois que tous les blocs de compétences sont validés. Donc là, il y a encore, je pense, beaucoup de choses à faire. Je crois que j'ai vu apparaître quelques certifications inscrites à l'inventaire faisant apparaître des blocs de compétences. Nous, la CPNE a pris une position qui est de dire que, parce que ce n'est pas encore très clair de savoir s'il faut inscrire les blocs ou pas dans les listes, etc. Nous avons, nous, une décision selon laquelle donc, les blocs de compétences sont éligibles au CPF, parce que pour nous, ce sera vraiment sans doute une des voies du développement du CPF. Justement, toujours cette idée de parcours. Pouvoir faire petit à petit ce qu'il faut pour obtenir au bout la certification correspondante. Et pour l'inventaire, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de l'inventaire? Est-ce que des organismes de formation viennent vers vous pour obtenir votre appui? Oui, bien entendu. Voilà. Donc jusqu'à présent, nous avons soutenu uniquement 2 organismes de formation. D'abord l'Institut Cervantes pour une certification en espagnol, parce que c'était... nous n'avons pas retenu sur notre liste les tests. Nous n'avons retenu sur notre liste que le principe d'inscrire des certifications en langue, dont les certifications en espagnol de l'Institut Cervantes, et puis également donc, des certifications tournant autour de la sécurité, hein, puisque bien entendu sur les sites industriels,
Nous avons des problématiques de sécurité, donc voilà ce que nous avons accompagné pour l'inscription à l'inventaire. Alors je me fais du souci parce que je ne les ai toujours pas vues sortir. Elles sont rentrées, mais elles ne sont pas sorties. Parce qu'il se passe à l'inventaire. Et puis sinon, oui, nous sommes sollicités. On a été sollicités pour de la bureautique, pour de l'informatique, pour du marketing. Mais là, la CPNE n'accompagne pas. Très bien, merci pour ces éclairages. Monsieur Falise. Oui, donc, nous avons été sollicités, mais j'ai répondu là-dessus. À titre personnel, je pense que, je rappelle que la loi 2014 avait un objectif de simplification et que je ne suis pas sûr que nous resterons durablement avec un dispositif, avec un inventaire, un RNCP, des listes de branches, des listes interpro-nationales et des listes interpro-régionales, parce qu'il y a un tel manque de lisibilité que ça nuit au développement du dispositif. Je ne vois pas comment ça peut rester durablement dans ce dispositif, et on voit bien qu'on a des stratégies d'acteurs qui sont des stratégies qui permettent à un moment donné logiquement de préparer des parcours qui sont certifiants, mais que pour l'utilisateur, que ce soit l'utilisateur salarié ou l'utilisateur entreprise, on est quand même dans des choses qui sont abracadabrantesques. C'est parfois difficile à dire, mais l'autre observation que je voulais faire, c'est qu'on a commencé à avancer, mais on est assez peu avancé jusqu'aussi sur la modularisation des certifications. Je pense que c'est le grand chantier qui est devant nous, parce que c'est un chantier qui est difficile, et que ce qui va avec le travail d'ingénierie qui consiste à découper, et le terme n'est pas péjoratif, des certifications en blocs de compétences, nécessite que dans le même temps, il y ait un travail qui soit fait avec les acteurs de la formation sur l'élaboration d'un modèle économique autour de la capacité à valider ces compétences, et à les valider dans des modalités relativement souples, pour que ça intéresse et le salarié et l'entreprise. Moi, on a l'expérience, nous, dans le BTP, d'un dispositif qu'on avait créé il y a 15 ans, qui s'appelait le certificat de maîtrise professionnelle, qui était sur le papier un truc remarquable, avec 4 blocs de compétences autour de la maîtrise de la technique, de l'organisation. Il y avait 2 autres sujets. Et en fait, on n'a jamais réussi à le faire décoller, alors que c'était véritablement fait pour permettre à des gens, après 5 ans d'expérience professionnelle, de faire valider un niveau de compétence avant d'aller soit de créer une entreprise, soit évoluer vers la très haute qualification ouvrière, soit de prendre des fonctions d'encadrement. Et un des points sur lesquels on a buté, c'est que nous n'avions pas construit le dispositif qui permettait à un moment donné de dire, sur la partie maîtrise technique, par exemple, nous avons un système simple qui permet de s'assurer que la personne avec 5 ou 10 ans d'expérience a le niveau technique dont on parle, qui n'est évidemment pas le niveau entrée dans la profession, mais qui est un niveau de perfectionnement. Donc ça veut dire contrôle sur l'ouvrage, ça veut dire évidemment des degrés d'appréciation qui sont beaucoup plus sophistiqués. Et que ça a été, on a en partie bloqué là-dessus parce qu'on n'avait pas toujours construit la validation indépendamment de l'action de formation. Et qu'un des éléments qu'on a mis dans notre accord sur le financement de 2015, avec la cotisation de 0,2 qu'on a mis dans le bâtiment, c'est de financer des dispositifs qui sont des dispositifs de validation, totale ou partielle, indépendamment de l'action de formation, pour qu'on puisse bien avancer sur ces aspects parcours, mais qu'on avance et qu'on incite l'offre à participer là-dessus. Alors après, évidemment, il y a toujours un débat entre est-ce que le certificateur doit être le prestataire. Il vaut mieux le séparer, ça donne beaucoup plus de lisibilité au dispositif. Il y a des branches qui ont fait des choses remarquables dans ce domaine. Par exemple, le nettoyage industriel a beaucoup avancé sur la question. C'est un chantier important pour nous. Parce que si on veut amener et les entreprises et les salariés à s'engager dans l'entretien et dans le développement de parcours, il faut qu'il y ait des tiers à un moment donné qui aient un intérêt à être co-constructeurs du dispositif. Et pour que les tiers y aillent, il faut qu'il y ait un modèle économique et que l'ingénierie, c'est la première étape. Mais l'ingénierie en tant que telle ne suffit pas à la construction des dispositifs. Et sur l'inventaire, vous avez été sollicité pour... Nous le sommes en permanence. En permanence. Et tout se passe bien. Et tout se passe bien. Très bien. Bon. Merci pour ces échanges. L'heure a tourné. Est-ce qu'on peut proposer des micros aux participants? Merci Karim, merci Marilyn de vous livrer à l'exercice. Vous levez la main et donc si vous voulez interpeller, voilà. Le sujet était très technique. Il marche, oui. Oui, bonjour, Jean-Philippe. Oui, bien, merci beaucoup. Oui, j'ai une question, moi, parce que... Présente-toi, tout le monde te connaît, mais... Guy Sapin, ancien directeur de Cariforef, et actuellement, j'accompagne des projets de GPC territorial avec une maison de l'emploi en région Bourgogne.
Moi, j'ai une question quand même. Alors, je sais que vous n'êtes pas l'ensemble des branches professionnelles de France, mais qui va aller expliquer ces dispositifs, ces possibilités et cette possibilité de dialogue social autour de l'information à des entreprises dans les territoires qui sont vraiment de petite taille? Parce qu'en fait, on croit tous, moi je croyais aussi, que les entreprises étaient débordées, qu'on leur demandait tout le temps, qu'ils étaient sollicités, visités, autres, c'est faux. Dans les territoires, on a constaté, enfin, alors peut-être que dans l'Autunois-Morvan, c'est le seul territoire de France qui n'est pas visité, c'est possible. Hein, je ne peux pas dire le contraire, je ne peux pas l'affirmer en tout cas. Mais en fait, qui va expliquer ce découpage, ces unités, cette obligation du dialogue social, si ce n'est, comme du temps de la loi 71, les comptables qui n'y connaissent rien en formation. Donc voilà, moi je voudrais bien savoir à quel moment on prend cette préoccupation en compte, parce que si on ne change pas ça, quelle que soit la performance du système atteint aujourd'hui, ce que je crois, les listes et autres, c'est vachement bien, le CP, le compte personnel de formation aussi, mais s'il n'y a pas cette information sur le mode d'emploi de la caisse à outils, et le fait de dire simplement aux gens qu'elle existe, et pour les salariés et les chefs d'entreprise de petite taille dans les petits territoires, à mon avis, ça fera un grand flop encore une fois, quoi. Merci pour cette question. On va tout de suite répondre pour permettre justement à d'autres personnes de préparer leurs questions. Monsieur Fallis, vous vouliez prendre ça? Pour ce qui nous concerne, on a deux modalités pour essayer de les toucher. On a d'une part le service de proximité de l'OPCA de la construction qui est chez nous confié par accord de branche aux organisations patronales pour couvrir l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est un choix qui est un choix inhérent à la construction de Constructis et qui était déjà engagé depuis 25 ans dans la branche. Et puis par ailleurs, on s'appuie sur le site de l'Observatoire qui se développe de façon assez forte, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 30 000 visites mois et avec, au fur et à mesure qu'on développe les outils, une augmentation assez sensible de la fréquentation. Et un des objets, c'est qu'évidemment, et là de façon paritaire, l'ensemble de ces outils, tous ces éléments soient accessibles en ligne. Et pour ce qui me concerne, je le dis d'autant plus que je ne suis pas directement impliqué dans le développement, je trouve qu'ils ont énormément progressé ces 2-3 dernières années en lisibilité des informations, en qualité. Et quand on regarde les statistiques de fréquentation, on voit bien qu'on a évidemment des gens qui ne connaissent pas le secteur, mais on a une progression constante et des salariés et des employeurs qui utilisent ce site de l'Observatoire pour y trouver des éléments. Il y a un point que je n'ai pas développé là, mais qu'on est en train de développer qui s'appelle... Le parcours de certification, il est développé comme un parcours sur le site de l'Observatoire et avec une entrée employeur et une entrée salariée pour que ça puisse être utilisé dans les deux cas. En ce qui nous concerne, nous avons des représentations régionales, ce qui n'est pas le cas de nombreuses branches. Nous avons donc des unions régionales. Et l'an dernier, j'ai pris mon bâton et je suis partie à la rencontre des entreprises pour leur décrypter la loi. Non pas pour leur parler des dispositifs, non pas pour leur parler de l'aspect technique, mais pour leur parler, parce que pour moi, ce n'est pas une réforme de la formation professionnelle, c'est une réforme de la gestion RH. C'est une réforme profonde qui impacte les entreprises sous l'angle de la gestion RH. Et ce n'est pas uniquement une réforme de la formation professionnelle. Donc ça, c'est le message que nous sommes allés porter auprès des entreprises qui sont membres de l'Union des industries chimiques. Sinon, l'OPCA a un rôle à jouer auprès de toutes les entreprises de la branche. Et là, c'est la problématique de l'animation du territoire, donc qui, jusqu'à maintenant, en fonction des OPCA, a été plus ou moins bien réalisé. En tous les cas, c'est bien un des objectifs de la réforme. Lorsqu'on parle développement de services au profit des PME, la première des choses, c'est déjà d'aller les voir. Ce qui n'était pas forcément le cas, dans la mesure où des entreprises qui ne faisaient pas de formation, qui ne sollicitaient pas l'OPCA, l'OPCA, il avait peut-être tendance à les oublier un petit peu pour se concentrer sur là où se faisait le business de l'OPCA, c'est-à-dire les entreprises qui faisaient de la formation, des contrats pro, etc., etc. Donc nous avons là, en tant que gouvernance des OPCA, à être très attentifs à la définition de l'offre de services de nos OPCA, l'organisation peut-être de manifestations
au plus proche du terrain sur des thématiques. Et je sais que notre OPCA a signé récemment une convention de partenariat avec la PEC, parce qu'on peut là aussi s'appuyer, démultiplier, etc. Le CEP étant fondamental sur l'accompagnement des salariés également. Donc c'est tout ça qui est à développer. Monsieur le tourneur, n'hésitez pas à lever la main, les micros vous attendent. Oui, la question elle est tout à fait en lien avec ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir le développement d'organismes paritaires régionaux tels que les CPE-AFP pour les branches professionnelles. Sur la branche des IEG, on a les grosses entreprises qui font ce travail régional. EDF ou GDF Suez se déplacent très régulièrement et font le boulot. La problématique, c'est que le travail n'est pas fait de façon paritaire, il n'est pas fait au niveau de la branche des IEG. Donc là, on a un vrai souci. Malheureusement, les employeurs coincent là-dessus. Voilà. Donc on va voir. En même temps, on a aussi pour la branche des IEG, de la même façon que ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'OPCA qui travaille beaucoup également en région et qui aide justement les entreprises dans ce domaine-là notamment. Mais je le conçois, ça ne fait pas tout évidemment. Merci pour votre écoute, merci aux intervenants et à une prochaine fois.